Eh bien, bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. On va donc démarrer ce webinaire ce matin. Donc, on a le plaisir d'y recruter et Cubix de vous accueillir et de vous présenter pendant 3 quarts d'heure une méthodologie pour détecter les soft skills de vos futurs collaborateurs. Alors, je vais laisser Amandine se présenter. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine Marchat, consultante au sein de Cubix, qui est un cabinet conseil en ressources humaines. On est spécialisé dans l'évaluation et l'accompagnement des compétences comportementales, autrement appelées les soft skills. Et on est souvent connu pour l'un de nos outils qui s'appelle le PAPI, un questionnaire de personnalité au travail. Alors, donc, je suis Priscilla. Donc, moi, je travaille chez Easy Recruit depuis 3 ans et je suis notamment spécialisée en marketing et je travaille beaucoup sur les sujets RH pour accompagner nos clients sur la détection des soft skills en présélection. Donc, Easy Recruit, c'est un éditeur de tests en mode SaaS qui est spécialisé dans la présélection vidéo. On en parlera un tout petit peu après. Alors, dans ce webinaire, donc on va brièvement commencer par une introduction aux soft skills. Ici, l'idée, ce n'est pas de revenir sur la définition du terme, ni sur l'importance qu'ont les soft skills, mais plutôt de vous proposer une méthodologie plutôt descriptive. Donc, on va vous présenter cette méthodologie pendant environ 30 minutes. Ensuite, on passera à une phase de questions et réponses pendant environ 15 minutes. Vous avez sur la plateforme un espace pour pouvoir rédiger vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On prendra un peu de temps pour y répondre ensuite. J'espère que le son est plutôt bon pour tout le monde. Donc on va commencer donc vraiment là rentrer dans le vif du sujet. Juste pour vous décrire un petit peu la phase exploratoire, ça va être, on va essayer de détecter l'analyse du besoin et quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans le poste, dans l'entreprise, dans l'équipe. Sur la phase évaluative, on va davantage se concentrer sur quels outils, comment on va évaluer les candidats, quel processus de recrutement pour s'assurer de recruter les bonnes personnes. Sur la phase analytique, on va bien sûr essayer de voir quel retour sur investissement on obtient après avoir établi cette phase exploratoire et cette phase évaluative. Très brièvement, on va introduire donc les soft skills. Qu'est-ce que sont les soft skills? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce terme qu'on voit beaucoup en ce moment et qu'on a l'habitude d'opposer aux hard skills. Donc les hard skills, ça va être toutes les compétences qui sont techniques, ça va être les diplômes, le parcours académique, le parcours professionnel. Et donc ce sont des compétences qui sont tout à fait mesurables et quantifiables, et ce sont souvent celles que l'on voit sur le CV. Les soft skills sont plutôt ce qui sont les qualités humaines et relationnelles relatives à la personnalité et qui sont plutôt en général innées. Parfois, elles ne sont même pas encore détectées et inconscientes, mais elles ne demandent qu'à être développées. Donc forcément, ce sont des compétences et des qualités qui sont bien plus difficiles à déceler et à démontrer car elles ne sont pas visibles. Il faut aller les chercher dans le processus de recrutement. C'est la méthodologie qu'on va voir comment on peut les déceler. Juste pour vous donner quelques exemples, donc les hard skills, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Ça va être un niveau de TOEIC, une certification, une référence, ce genre de choses. Les soft skills, c'est plus la face immergée de l'iceberg et on va dire même parfois la face la plus importante dans le recrutement d'une personne. Donc ça va pouvoir être l'orientation résultat du collaborateur, sa capacité à communiquer, le leadership de la personne. Parfois, on va pouvoir un petit peu lire entre les lignes des hard skills pour déterminer des soft skills. Si quelqu'un a une compétence en Photoshop, en graphisme, peut-être qu'on peut se dire que cette personne est créative, mais c'est une déduction. Il va falloir maintenant bien s'en assurer. Alors, un rappel important, c'est qu'on a tendance à penser que
les recrutements ratés le sont pour un manque de compétences ou de qualification d'un collaborateur. En réalité, on estime que 81% des recrutements ratés le sont pour cause de motivation ou de personnalité, ce qui est quand même assez élevé. C'est pour ça que c'est important d'essayer de déterminer en amont du recrutement de la personne quelles sont vraiment ses soft skills et pour savoir quelles sont vraiment ses soft skills pour bien matcher avec la culture d'entreprise, l'entente avec l'équipe, les qualités attendues sur le poste. Bien, il faut déjà savoir quels sont les soft skills ou les éléments ou les traits de personnalité importants dans votre entreprise. Un petit rappel aussi, c'est que les métiers aujourd'hui sont de plus en plus mouvants. On a des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours, et ce qui fait que les hard skills et un diplôme, etc., valables un jour J, ne l'est plus forcément dans 5 ans, dans 10 ans, et parfois la formation, l'université ou la formation, le parcours académique a du mal à s'aligner avec la mouvance de ces métiers-là. C'est pour ça que les soft skills sont aussi importantes pour que le collaborateur s'adapte et ses capacités d'adaptation au fur et à mesure de l'entreprise. Je laisse donc la parole à Amandine sur la phase exploratoire. Alors, donc on va regarder ensemble la première étape dans un process de recrutement, bien sûr, c'est de déterminer finalement ce que vous recherchez. Quelles sont les compétences attendues. Alors souvent on est très au clair sur quelles sont les compétences techniques, mais déterminer les compétences comportementales, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc on va regarder déjà pourquoi c'est important de le faire, d'analyser ce besoin. La première chose, c'est bien sûr de déterminer des embauches de qualité, d'avoir des personnes qui correspondent aux valeurs, à la culture d'entreprise, mais aussi aux attendus sur le poste. D'éviter le turnover important dans les équipes, de maintenir les personnes en poste. On a vu le chiffre important tout à l'heure, les 81% de recrutement ratés à cause d'une erreur d'évaluation de motivation ou de compétences comportementales. Et puis, ça va nous permettre aussi de mettre en place des process de recrutement assez standardisés pour des profils similaires sur des recrutements de masse. Si on a beaucoup de personnes à évaluer, c'est important d'avoir une équité de traitement et du coup de se mettre d'accord sur un process de recrutement standardisé, même si on ne cherche pas des clones. Donc c'est important aussi d'être ouvert à la différence, malgré tout ça. Alors peut-être, comment on fait pour définir ces soft skills? Souvent, ce qu'on va regarder, c'est le troisième petit icône, c'est-à-dire qu'on va regarder qu'est-ce qui est important sur ma mission, qu'est-ce que je vais attendre en termes de compétences comportementales pour réussir en poste. Alors ça, évidemment, les managers vont être bien placés pour vous en parler. Mais en tant que RH, peut-être que c'est important de prendre un petit peu de hauteur sur quelles vont être les valeurs de l'entreprise, quel est le contexte, peut-être la stratégie de l'entreprise, et puis qu'est-ce qui va permettre une bonne intégration également dans l'équipe. Donc on va regarder rapidement chacune de ces étapes. Peut-être les soft skills liés à l'entreprise, à l'activité de l'entreprise en général. C'est important que vous ayez en tête, bien sûr, la culture de l'entreprise, quelle est la grande stratégie, quelles sont les valeurs. On parle beaucoup de valeurs d'entreprise en ce moment. Donc, si on est dans le cadre de changement, de montée progressive d'une entreprise, peut-être de rachat, on va peut-être regarder les attitudes au changement des futurs collaborateurs, parce qu'au-delà de leur poste, c'est ce qu'ils vont mettre en place tous les jours. Dans une entreprise internationale, on va peut-être regarder la sensibilité à l'interculturel pour bien travailler ensemble. Si on regarde les critères qui sont en lien avec l'intégration dans l'équipe, c'est important d'aller regarder quelles sont les spécificités de l'équipe. Est-ce qu'il va falloir quelqu'un qui soit plus sur le mode collaboratif, sur un mode plus assertif, peut-être l'affirmation de soi, ou d'autres compétences qui vont permettre finalement une intégration de qualité dans cette équipe. Et puis, bien sûr, des soft skills qui sont liés à la mission en tant que telle. Qu'est-ce qui va faire que la personne va avoir du succès dans sa mission en lien aux spécificités du poste. Pour un commercial, ça peut être des éléments liés à la compétition, peut-être à certains éléments d'attitude pour convaincre le client, par exemple, ce genre de choses. Alors, comment on va faire pour identifier finalement ces soft skills? On a plusieurs méthodologies, je pense que vous en connaissez peut-être certaines. Les plus classiques, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'observation, les fiches de poste, aller observer sur le terrain, bien sûr,
avoir un regard un peu différent, questionner les managers, bien sûr. Vous pouvez utiliser l'analyse des incidents critiques, qui est une méthode assez classique où on va interroger bien sûr les managers, mais aussi peut-être des tenants de poste qui sont experts sur le sujet, pour bien comprendre peut-être qu'est-ce qui va poser problème, qu'est-ce qui va faire défaut, parce que souvent on est très au clair sur ce qu'on ne veut pas, donc c'est intéressant de passer peut-être par là. Et puis on a des outils qui existent de plus en plus, et notamment grâce aux outils virtuels, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous utilisez des questionnaires de personnalité en ligne, certains d'entre eux, c'est qu'il y a des outils Cubix, mais il y en a d'autres qui existent sur le marché, vont vous permettre une analyse de poste préalable. Avant de rencontrer votre candidat, vous pouvez interroger les managers, les tenants de poste, les RH, peut-être des clients également, sur quels sont les attendus par rapport à la personnalité de nos candidats. Et du coup, ça va être intéressant parce qu'on va voir que finalement, peut-être les gens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et ça va nous permettre de faire des focus group derrière pour aller regarder ces éléments-là avec chacune des personnes. Ça va nous permettre du coup de faire le point sur quels sont les attendus. Alors, une fois qu'on a toutes ces informations-là, ce qui est très important, c'est de hiérarchiser bien sûr les besoins, parce que sinon on va se retrouver avec 250 compétences comportementales, donc on va essayer de hiérarchiser pour en avoir une dizaine au maximum pour le poste. On va essayer de préciser en indicateurs comportementaux. Si je vous dis créativité, finalement ça ne dit pas grand-chose, donc je vais essayer de voir en quoi la personne doit être créative, à quoi je vais voir que la personne sera créative par rapport à cette entreprise et à ce poste-là, donc ça c'est important de le préciser. Et puis, bien sûr, ça nous permet de nous mettre d'accord sur le cahier des charges en règle générale et de chercher la même chose surtout. C'est ce qui va nous permettre de valider les recrutements plus facilement derrière. Alors, on va passer maintenant à la phase évaluative. Une fois qu'on a un petit peu déterminé quelles étaient les soft skills importantes pour l'organisation et qu'on a qualifié les soft skills importantes, parce que comme le disait Amandine, créativité ne veut pas du tout dire la même chose d'un poste à l'autre. Alors, on va essayer de voir comment on peut intégrer la détection de ces soft skills dans le processus de recrutement et quels sont les moyens qu'on peut y allouer. Il faut remarquer quand même souvent dans un processus classique de recrutement, on reçoit les candidatures, on fait une présélection, un certain nombre d'entretiens, des mises en situation éventuelles, c'est que ces soft skills elles sont déterminées et détectées beaucoup trop tard dans le processus de recrutement. Les CV, qui est le premier objet, on va dire, d'entrée dans le recrutement, ne parlent en général que de hard skills et on a un petit peu des difficultés à juste se baser sur juste ces hard skills parce que parfois, à l'entretien, au premier entretien notamment, on se rend compte qu'en termes de soft skills, ça ne peut pas du tout matcher. Alors, comment on évite ces situations? On va le voir là, ici, juste après. Alors, juste pour qu'on soit clair dans le modèle, ici, on va avoir des outils qui vont permettre d'aider la présélection et la qualification des candidatures pour pouvoir ne pas se priver des candidats qui ont les soft skills qui correspondent à votre entreprise, alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément les hard skills qui peuvent parfois s'acquérir dans la vie du collaborateur, du salarié, en interne, via notamment la formation. Alors peut-être je vais vous parler d'un outil qu'on a mis en place pour Carrefour, qui est l'un de nos clients, où là, en fait, il s'agit de proposer aux candidats de réaliser en quelque sorte une auto-sélection. On leur a proposé un quiz d'orientation et l'idée, c'est de les confronter à des thématiques comportementales ou de motivation qui sont en lien avec ce qui pourrait être attendu par Carrefour. Et ce quiz va permettre à nos candidats, finalement, d'avoir un retour sur quel type de poste vers quel type de poste chez Carrefour je pourrais aller. Et du coup, peut-être que je vais m'y retrouver ou peut-être que je ne vais pas m'y retrouver. Et du coup, ça permet déjà une première vision. Donc, ça nous donne, c'est un outil de marketing, bien sûr, pour Carrefour. Ça nous donne une expérience candidat qui est intéressante. Et puis, là, ça permet d'accéder aux personnes qui sont vraiment motivées pour rejoindre l'entreprise sur ces thématiques-là. Donc ça, c'est un premier élément qui permet de faire du lien avec cette notion de compétence comportementale.
Un autre outil, où là, c'est vraiment le recruteur qui a la main, on peut utiliser sur de gros volumes de recrutement un outil qui s'appelle Qubix Hire, qui est un outil de présélection, qui est diffusé par Qubix, où là, on va finalement mixer un outil d'évaluation du raisonnement, c'est la première chose que vont passer les candidats, sur du raisonnement numérique, sur du raisonnement verbal. Donc déjà, on va pouvoir faire un premier tri de ces candidatures, puisque le raisonnement, c'est un élément très important pour notamment apprendre de nouvelles choses, etc. Et puis ensuite, on va faire passer aux candidats un questionnaire, un premier questionnaire de personnalité sur 6 grands facteurs de personnalité, ce qui va nous permettre d'encore faire une présélection et on arrive à présélectionner jusqu'à 75% en moins dans des candidatures très volumétriques, ce qui nous permet d'aller rencontrer uniquement 25% des candidats à partir déjà d'une sélection sur des compétences comportementales. Alors, là ici, on a une autre méthodologie, d'ailleurs qui est tout à fait aussi compatible avec la précédente, qui est la présélection vidéo. On a beaucoup de clients qui utilisent une présélection vidéo pour améliorer la qualité de leur recrutement et traiter également davantage de volume. C'est un outil qui permet en fait de mieux appréhender la personnalité du candidat avant de le rencontrer en entretien, et c'est là où la communication visuelle et la communication verbale et non verbale, pardon, est assez importante et a toute sa place dans le processus de recrutement. Alors, comment ça fonctionne? Très rapidement, une fois qu'on a, dans la phase préalable, déterminé les soft skills importants et les critères d'évaluation, on va poser les questions qui permettent de déterminer ces aptitudes comportementales. Donc on va poser, alors bien sûr en présélection, normalement qui se fait souvent au téléphone, on va prendre 20-30 minutes pour poser des questions d'ordre pratique. Là on pose toujours des questions qui vont être d'ordre pratique, mais on va enrichir la présélection de questions qui vont permettre de détecter ces aptitudes comportementales et qui vont permettre éventuellement de mettre en situation le candidat. L'idée, c'est pas de détecter 10 soft skills en présélection vidéo, mais on peut se concentrer sur une ou deux et les prioritaires, celles qui sont hiérarchisées comme prioritaires. Alors, donc, vous allez pouvoir poser vos questions sur la plateforme Zimopru, donc créer un questionnaire qui va être identique pour tous les candidats. Donc déjà, on va évaluer le candidat sur des questions identiques posées à tous les candidats. Parfois, en entretien, on a le biais de ne pas poser exactement la même question et d'orienter un petit peu la question. Là, la question est posée identique pour la même personne. En termes d'expérience candidat, le côté pratique pour le candidat, c'est qu'il va pouvoir répondre en vidéo et par écrit à toutes ces questions quand il est vraiment disponible chez lui. Il n'y a pas besoin de convenir d'un créneau horaire. C'est pratique pour vous aussi. Une fois que le candidat a fait son entretien vidéo, vous allez pouvoir visionner les vidéos et surtout les évaluer grâce aux critères que vous avez définis au préalable lorsque vous avez personnalisé le questionnaire. Donc c'est un élément important parce que là, vous allez vraiment retrouver les critères importants et les critères comportementaux importants pour vous. C'est important pour vous, mais aussi c'est important pour les personnes avec lesquelles vous allez partager l'équipe et qui sont partie prenante au recrutement, c'est qu'ils vont évaluer aussi le candidat sur les mêmes critères importants pour vous. Et surtout, s'il y a mis des questions, par exemple, de mise en situation, le manager, l'opérationnel, a la possibilité, lui aussi, de juger le candidat avant de le rencontrer en entretien et d'avoir une prise les parties prenantes dès la présélection au processus de recrutement, et pas juste en entretien en face à face. Alors ici, un exemple de questions posées par un de nos clients sur un poste de consultant en gestion de projet. Lui, il a déterminé 2 éléments importants et prioritaires dans cette fonction, sur les qualités et les aptitudes organisationnelles, mais aussi la réactivité, répondre rapidement aux clients, pouvoir gérer différents projets en même temps. Alors, il pose
je vous montre la question qui va poser, auquel le candidat répond en 1 minute, 1 minute 30 en vidéo. C'est qu'il va poser, voilà, on a reçu 650 mails, parmi ces emails, il y a des urgences à traiter, on a un temps limité, comment vous faites pour gérer cette situation? Donc là, le recruteur va pouvoir analyser, donc déjà grâce à la vidéo, comment réagit la personne à la question et quel élément de réponse il va y apporter, ce qui va permettre aussi d'évaluer les qualités organisationnelles à travers cette question. Maintenant, on va passer à l'étape de sélection et d'entretien également. Alors, bien sûr, hein, c'est la partie clé des recrutements, même si la présélection est quelque chose de très important parce que ça vous permet de rencontrer les bonnes personnes. Le premier outil que vous connaissez tous, bien sûr, c'est l'entretien. Alors, dans un entretien, la règle d'or, c'est d'être clair sur ce qu'on cherche, mais aussi de formuler ces questions de façon pertinente pour pousser le candidat à avoir une expression assez personnelle et illustrée. Donc, vous connaissez la méthode STAR, hein, bien sûr. Où on va avoir une méthode de questionnement assez spécifique. Ça prend du temps d'évaluer les compétences comportementales en entretien. C'est pour ça souvent qu'il y a plusieurs entretiens d'ailleurs, hein, et que c'est important de se répartir les tâches. Et puis, c'est important aussi d'avoir tous la même façon de procéder en entretien pour que aussi tous les candidats soient évalués de la même manière. C'est pour ça que de nombreux cabinets proposent des formations aux techniques d'entretien pour les managers, mais aussi pour les RH. C'est ce qu'on fait chez Cubix, ça existe chez d'autres également. Donc, l'entretien, bien sûr, la méthode clé. Mais il y a aussi des outils complémentaires qui permettent aux candidats d'exprimer leurs compétences comportementales d'autres manières. On a les questionnaires de personnalité, hein, qui sont bien sûr très présents sur le marché. Et puis, on a des outils plus de mise en situation, des études de cas, qu'on va insérer souvent dans des process d'assessment center. On connaît bien chez Cubix parce qu'on on est praticien de nos outils et on en fait aussi pour nos clients. Rapidement, l'Assessment Center, on est sur une démarche multi-outils, multi-évaluateur, c'est-à-dire qu'à partir des compétences comportementales cibles, vous voyez là je vous ai mis une matrice d'Assessment Center, on va déterminer quels sont les outils les plus importants. Il y aura toujours un entretien bien sûr autour du PAPIC et d'autres outils, mais on va aussi proposer par exemple là sur ce process un tri de courrier, un exercice interactif qui peut être un jeu de rôle managérial par exemple ou commercial. Et puis, pourquoi pas la présentation d'une étude de cas avec différents consultants qui sont positionnés à chacune des étapes de cette journée d'Assessment Center. Et vous voyez que chacune des compétences va être évaluée au moins 2 fois. C'est ce qui va nous permettre d'avoir la vision la plus objective possible par rapport au candidat, qui est bien sûr une personne en plus qu'on ne connaît pas. Donc, on va le regarder sous ce prisme des compétences comportementales qui sont importantes pour l'entreprise, le poste et l'intégration dans l'équipe. Juste pour vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler, le full pack d'un Assessment Center, on va avoir bien sûr la journée, alors ça peut être des demi-journées aussi, hein, mais la journée d'évaluation, et puis il y a toujours un avant et un après. En amont, on va envoyer des outils en ligne, donc pourquoi pas un test de raisonnement, toujours un questionnaire de personnalité, pourquoi pas la rédaction d'un guide de réflexion personnelle pour sortir un peu du principe du CV, où la personne est amenée à s'exprimer peut-être sur certaines compétences qu'on serait amené à rechercher. Et puis, dans les jours qui suivent, on va faire un feedback au candidat, déjà parce que pour nous, c'est important que le candidat puisse avoir ce retour, mais aussi parce que ça va nous permettre de voir quelle est l'ouverture d'esprit du candidat par rapport au feedback, est-ce qu'il a envie d'apprendre sur lui-même, est-ce qu'il est résistant, etc. Et puis, bien sûr, on rédige un compte rendu d'évaluation avec un débrief à notre commanditaire, qui peut être le RH, le manager, etc. Donc ça, c'est la vision un peu globale. Alors là, on peut se dire, c'est assez lourd finalement d'aller faire ça pour tous les candidats. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit résumé. Finalement, pour choisir le meilleur process, on a envie de vous dire en termes de recrutement, il faut prendre en considération quel est le volume de vos candidatures et aussi est-ce que j'ai les ressources pour traiter tout ça. En gros, plus on a de volume de candidatures et du coup, plus les ressources vont manquer en général. Et plus on va utiliser des outils à distance. Donc, ça va être l'envoi de questionnaires de compétences, comme ceux dont je vous ai parlé au début, des quiz, des questionnaires de personnalité, des tests de raisonnement. On va aussi utiliser l'entretien vidéo, dont Priscilla vous a parlé tout à l'heure, qui va vous permettre, bien sûr, de gagner du temps et notamment, ça peut aussi vous aider sur les recrutements volumiques.
Et puis ensuite, quand on rencontre vraiment les candidats, on va passer par de l'entretien, pourquoi pas du test de personnalité, pourquoi pas des assessment centers. Alors les assessment centers, ils peuvent être externalisés, ça peut être fait par des cabinets spécialisés, mais ça peut aussi être fait chez vous. Nous, on a par exemple, on accompagne parfois certains de nos clients sur la mise en place de certains de ces assessment centers pour des process très spécifiques. On l'a fait par exemple chez Vinci, il y a quelques années, où on a mis en place des outils spécifiques après avoir défini quelles étaient les compétences comportementales cibles avec eux. On a mis en place les outils et on les a formés à utiliser eux-mêmes ces outils. On les a même formés à former, ce qui fait qu'ils étaient complètement autonomes par rapport à la gestion de ces assessment centers. Donc voilà, sachez que c'est possible de l'utiliser chez vous. Et puis peut-être on va regarder comment on peut analyser finalement les résultats obtenus. Oui, bien sûr. Alors on va passer plus à la phase analytique. Quand on met en place une nouvelle démarche, il est toujours intéressant de mesurer quel est le retour sur investissement et quels sont les KPI à mettre en place pour mesurer ce retour sur investissement. On a parlé tout à l'heure d'entretien vidéo différé. Comment on mesure la mise en place d'une telle démarche, notamment dans l'évaluation des soft skills. Ce qu'on remarque en fait, c'est qu'on a un gain de temps dans l'entretien vidéo différé, dans cette phase de présélection, qui permet en fait de rencontrer plus de candidats en présélection, c'est-à-dire d'être moins sélectif sur le CV et d'inviter davantage de candidats en présélection quand on a un doute sur le candidat notamment. Parfois, il y a certains, on n'a pas le temps, quand on lit le CV d'un candidat, on n'a pas le temps de se dire, bon, lui, peut-être, il faudrait que je parle un peu avec lui pour savoir, etc. Et du coup, on l'élimine. Ici, l'idée, c'est d'éliminer moins de candidats et de mettre en données d'entrée beaucoup plus de candidats dans le processus de recrutement, parce qu'on remarque quand même qu'il y a des candidats qui ne savent pas faire un CV. Il y a d'autres candidats qui, au contraire, savent pertinemment faire un CV, mais qui ont tous le même CV. Je pense au cas des jeunes diplômés ou des stagiaires, des alternants, on les forme très bien en école ou en université à faire un CV, mais en fait, ils sont très peu distinctifs car ils ont un peu exactement tous un CV un peu très bien. Donc ça permet un petit peu de faire entrer et d'élargir vos processus de présélection vers de la diversité et vers des critères comme la personnalité qui compte peut-être davantage en entretien. Le deuxième élément important, c'est qu'en général, le manager évite beaucoup d'entretiens en face à face parce qu'il a consulté les vidéos en amont et qu'il peut donner son avis, son ressenti. Du coup, on a une meilleure qualité des shortlists parce qu'on a un peu mieux appréhendé les compétences et les qualités comportementales, personnelles du candidat. Si on parle un peu plus de chiffres, selon l'étude qu'on a menée, nous, nos clients invitent en moyenne 25% de candidats en plus dans le processus de présélection et le manager évite environ 35% d'entretien grâce à une meilleure qualité de l'évaluation et aussi une meilleure implication. Il y a beaucoup de managers qui disent, en fait, comme j'ai vu la vidéo, j'ai un peu mieux préparé mon entretien en face à face, pouvoir rebondir sur certaines questions, approfondir certains sujets, et surtout, ça les implique davantage. Ils ont un petit peu déjà leur mot à dire dans cette phase de présélection. Ça permet aussi aux équipes RH et au recrutement de mieux comprendre et de mieux apprendre ce qu'attend le manager d'un poste. Parce qu'il faut savoir que le manager a parfois du mal à exprimer s'il a besoin, les qualités attendues, comment les qualifier. Et ça permet aussi à la RH de faire son travail, de mieux comprendre les besoins. Peut-être rapidement, parce que le temps file, je vais vous parler rapidement de l'approche prédictive. En fait, souvent, quand on pense aux soft skills, on se dit « Ah, mais c'est pas trop chiffrable, c'est pas trop quantifiable. » Et en fait, si, ça l'est. Par exemple, pour l'un de nos clients, dans un autre pays, on devait recruter des conseillers en magasin et on leur a proposé une solution en ligne avec un questionnaire de jugement situationnel. Alors, c'est un questionnaire qu'on a fait sur mesure pour eux, où ils devaient se positionner par rapport à certaines situations au travail qu'ils pouvaient rencontrer au travail. Et puis, un questionnaire de personnalité, plus classique. Et vous voyez les chiffres, en fait. Comme on avait tellement de données,
énormément de candidats sur beaucoup de magasins, énormément de recrutements par an, et que ça faisait plusieurs années, là, finalement, on peut faire des analyses statistiques sur tout ce qu'on a récolté, et ça nous permet de repréciser la demande, de boucler la boucle par rapport à l'analyse des données initiales, l'analyse du besoin initial, pour finalement repréciser est-ce que c'est vraiment ces compétences dont on a besoin, est-ce que je dois réajuster mon process de recrutement ou pas. Et on peut aussi finalement faire un ROI par rapport à ça. Donc vous voyez l'importance de l'économie sur l'année, l'importance de l'augmentation aussi du pourcentage de vente, plus 3,2%. Great Place to Work, on a eu une augmentation significative de la qualité au travail, le taux de turnover qui a réduit, des arrêts maladie aussi qui ont baissé, une économie de temps, on est passé de 20 jours de recrutement à 10 jours de recrutement, et puis une augmentation de la proposition d'embauche des candidats rencontrés. Donc voilà. En fait, sur les compétences comportementales et les soft skills, on peut aussi avoir des chiffres, une approche précise et avoir un retour sur investissement chiffré. Assez intéressant. Je ne vais pas oublier non plus les éléments classiques aussi d'évaluation de la qualité des recrutements. Dans la phase d'onboarding, c'est important de recueillir le feedback des recrutés et des managers, de faire éventuellement des points de mi-période d'essai. Notamment dans le but, comme on voyait tout à l'heure les 3 critères importants pour la détection des soft skills, il y a le turnover. Donc là, on peut aussi mesurer est-ce qu'il y a une amélioration du turnover, parce qu'il faut savoir quand même que plus de 10% des périodes d'essai sont interrompues. Là, vous voyez un peu le calcul du turnover. On peut aussi le calculer de façon plus sur le long terme, à savoir quand même que 36% des salariés en CDI restent moins d'1 an. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et puis, il y a la performance des collaborateurs qu'on mesure lors de l'entretien annuel. Sur certains métiers, la performance est chiffrée et très facile à analyser. Et surtout sur l'évolution interne, est-ce que le collaborateur, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, prend un poste avec des fonctions supérieures, ce qui est quand même la plus belle réussite recrutement. Donc voilà un petit peu les facteurs à analyser quand on met en place ce type de méthodologie. Mesurer le retour sur investissement permet de savoir si on est sur la bonne voie, faire des ajustements et des étapes correctives dans la détection de ces soft skills. On arrive maintenant à la fin du webinaire. J'espère que ça a répondu à vos questions. Ce que je vous propose, c'est que vous écrivez sur la plateforme vos questions et on va prendre quelques minutes pour y répondre. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc déjà, pour répondre à la première question, oui, on va vous transmettre le support de présentation. Je laisse Amandine une question sur les assessment centers. Oui, alors je vois une question sur, j'ai beaucoup parlé du recrutement externe, mais est-ce que ça marche aussi pour l'interne? Oui, bien sûr. On le fait beaucoup, alors soit pour du recrutement en interne, c'est-à-dire j'ai une personne peut-être qui va passer sur un poste compressant, pour passer sur un poste de manager, il n'a jamais fait de management, j'aimerais bien évaluer son potentiel, j'ai plusieurs candidats là-dessus, donc ça c'est assez régulier. Et puis, on peut aussi intervenir, on l'a fait l'année dernière et on le refait cette année, par exemple chez Géodis, sur des plans talents, c'est-à-dire que l'entreprise va mettre en place un plan spécifique pour certains de ses collaborateurs pour une augmentation de leurs compétences et ils veulent vérifier certaines aptitudes et certaines compétences comportementales qui permettront à ces personnes d'intégrer ce plan-là. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière pour eux d'un point de vue international. On avait des personnes qui venaient en France, en AC, en Assessment Center, mais aussi à l'étranger. Et voilà, ça nous a permis de faire un retour et un conseil avisé par rapport à ces compétences-là. Donc oui, c'est possible. Alors, on a une question sur la méthode STAR et pourquoi il est important de cerner les résultats des comportements. Alors, juste, j'apporte un élément de réponse peut-être. C'est important, je pense, de mesurer les résultats des comportements, parce que sinon, surtout quand on est en entretien, dans la phase d'entretien, parce que
ce que peut dire le candidat peut être juste descriptif, et du coup, on n'a pas la possibilité de mesurer l'action de son comportement. Peut-être qu'il dit quelque chose, mais pour lequel il a un sentiment d'être comme ci ou comme ça, mais on ne mesure pas quel est l'impact qu'il a dans l'entreprise. Et du coup, donner un exemple, donner un résultat permet de mieux comprendre comment est la personne. Et de voir aussi, peut-être, si je peux compléter, de voir si finalement l'impact, le résultat correspond à ce que vous pouvez attendre dans votre entreprise. Parce que tous les commerciaux, par exemple, ne sont pas soumis aux mêmes attendus en fonction des entreprises. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce résultat pour voir si on est aligné ou pas. Alors, on a une autre question. Sur la digitalisation, on va peut-être répondre à la suite. Ah, ok. Oui, en effet, c'est vrai que surtout quand l'entretien est quelque chose de spontané, donc le candidat parfois ne trouve pas tout de suite un exemple à donner ou à citer. C'est pour ça que c'est important quand même de bien préciser la question, peut-être donner un cadre d'exemple. Quand vous dites, est-ce que vous pourriez me préciser une situation dans laquelle j'ai fait preuve de créativité? C'est quand même quelque chose d'assez vague, et il faut peut-être préciser un petit peu plus la question et lui demander est-ce que vous avez déjà eu une situation dans votre précédente expérience sur laquelle vous avez dû prendre une décision rapide et créative qui changeait par rapport à un process complètement établi. Ça peut être un type de question. Je ne sais pas si Amélie a un complément là-dessus. Oui. Ben, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de venir en formation, parce que ça va vous donner d'autres idées. Donc, par exemple, on vous laisse repartir avec un guide de questions et comment approfondir finalement par rapport à ses compétences. Donc ça peut être, c'est très important d'avoir une idée sur quelles ont été les conséquences de cette action, mais par rapport à un exemple précis. Si vous demandez en général, c'est vrai que c'est plus difficile de répondre. Voilà, il y a plein de questions. Il y a plein de questions, ouais. Ça défile. Alors, si nous avons dans le cadre de processus un entretien RH puis opérationnel du manager, privilégiez-vous que l'entretien RH se base essentiellement sur les soft skills et pour le manager hard skills? Non, moi, ça n'est pas ce que je recommanderais forcément. En fait, alors parfois, il arrive que pour l'entretien RH, les hard skills soient plus difficiles à déterminer parce que le RH n'a pas forcément les compétences pour déterminer des métiers techniques précis, etc. Par contre, c'est important de découper les soft skills en fonction de leurs priorités, lesquelles on analyse. Parfois aussi, suite à un entretien RH où on a décidé d'analyser et de poser des questions qui permettent d'évaluer 2-3 soft skills, il arrive que le RH n'ait pas eu le temps de creuser sur certaines soft skills et par exemple de passer le mot au manager. Est-ce que tu pourrais vraiment creuser sur ce sujet-là? Est-ce qu'on peut revoir? Et après, il faut aussi former les managers à poser des bonnes questions. Il existe beaucoup de guides d'ailleurs de questions pour aider un petit peu le manager à poser les bonnes questions par rapport à ce qu'il recherche. Et ça, c'est vraiment un travail commun à faire. Alors, on est en train de lire les questions en même temps, hein, désolée. Alors, la prise de référence. En fait, je crois que c'est une thématique sur laquelle on ne s'est pas exprimé. Oui. Peut-être qu'on n'était pas assez clair. Ce qu'on évoquait, c'est que les compétences comportementales, les soft skills, souvent étaient vues uniquement à partir de l'entretien et pas en amont dans la présélection. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est des thématiques qui peuvent être peut-être regardées au cours des prises de référence, à condition que vous soyez très précis dans vos questions. Il y a un cadre légal par rapport à la prise de référence, donc soyez vigilants. Vous n'avez pas le droit de poser toutes les questions. Il faut notamment
pouvoir associer la thématique avec quelque chose de chiffré, c'est l'idéal. Si vous demandez est-ce que c'est un bon commercial, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être axer plus votre demande sur quels étaient ses objectifs, quels moyens a-t-il mis en œuvre, etc. Qu'on soit sur quelque chose de très opérationnel. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être un outil intéressant, on n'en a pas parlé, ça prend du temps, oui, c'est vrai. Là, on a une question, avez-vous des exemples de mise en situation et d'études de cas? Concernant nous, la vidéo, on a des guides de questions à poser, donc forcément, là, on est sur des situations, des mises en situation bien plus succinctes, sur lesquelles le candidat va s'exprimer en un temps assez limité en vidéo ou en QCM, parfois c'est aussi le cas, mais on est dans la rapidité. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps au candidat, il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps dans cette phase de présélection. Par contre, si on veut approfondir vraiment une étude de cas bien précise, donc là je vais laisser Amandine s'exprimer, je pense qu'il y en a sur mesure, mais aussi des préétablis. Oui, exactement. Nous, on a une bibliothèque en fait d'outils qui existent chez nous, qu'on peut utiliser lors de nos assessment centers et qui dépendent un peu, on va les choisir en fonction des compétences cibles. On a des éléments plus en lien avec une sphère commerciale, une sphère managériale et à l'intérieur de cette sphère managériale, quel type par exemple de mise en situation, de quel type de mise en situation ai-je besoin? Est-ce que c'est plutôt des entretiens de recadrage? Est-ce que c'est plutôt des entretiens de remotivation? Voilà. Donc on en a plein et j'ai envie de vous dire peut-être le plus simple c'est en fonction de votre besoin. Ce qu'on fait c'est qu'on analyse le besoin et là on vous présente quelque chose d'un peu plus précis. Alors quelle est la différence entre la mise en situation et l'étude de cas? Bon, tout à fait. En général l'étude de cas c'est une mise en situation, mais l'étude de cas va souvent être un peu plus, va plutôt intervenir dans la sélection et va être un peu plus longue dans la durée. Une mise en situation, ça peut être une étude de cas, mais ça peut être juste une question. Imaginez, vous devez vendre un contrat d'assurance individuel, je ne sais pas, comment faites-vous, comment vous y prenez-vous? Enfin, ça peut être une question très simple. On met en situation, donc ça peut être, imaginez-vous, vous devez faire vos objectifs, il vous reste 3 jours, quel est votre plan d'action? C'est une mise en situation, ça peut être juste une question. Alors nous, dans le cadre des assessment centers, c'est un petit peu différent. La mise en situation, on va mettre la personne face à un interlocuteur. C'est-à-dire qu'elle a un temps de préparation où elle prend connaissance de la situation et de quel va être l'entretien. Donc ça peut être, comme je disais, un entretien managérial, un entretien commercial, un entretien d'influence dans le cadre de la vente d'un projet en interne, par exemple, ce genre de choses. Et il y a un consultant qui va jouer l'interlocuteur et un autre consultant sera dans la pièce pour prendre des notes, regarder ce qui se passe. L'étude de cas, on est plus sur la personne à 1h30 ou 2 heures pour prendre connaissance d'un sujet assez fouillé. Souvent c'est du tri de courrier, peut-être vous connaissez plus, donc il va être face à plein de mails par exemple et il va devoir établir peut-être un plan d'action par rapport à ce sujet. Et présenter ensuite son plan d'action à un consultant. Alors, mais il y en a plein, oui, vous avez raison, des outils qui permettent de mieux cerner les critères pour évaluer un poste de travail. C'est vrai qu'on a fait 3 grandes catégories, mais il y en a énormément, donc je vous invite peut-être à regarder sur le net par rapport aux différents types d'outils. Il y en a beaucoup, donc au-dessus des éditeurs. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Il en reste peut-être. Est-ce qu'on peut répondre en direct par mail éventuellement, si l'on manque? Ouais, n'hésitez pas. Donc voilà, on va vous voir les questions. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui me dit qu'il aurait aimé voir l'ensemble des questions. Alors, je ne sais pas exactement comment on fait pour afficher les questions. C'est plutôt technique comme problème. En tout cas, on a essayé de répondre, je pense, à la plupart des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on va vous envoyer dans la journée le support de présentation. Et en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir assisté au webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.